Le CETA est-il de retour? Une conférence du professeur Gus Van Harten sur les tribunaux d'arbitrage, suivie d'un débat politique introduit par Jean Hermès avec Paul Magnette, Benoît Hellings et Jean-Christophe Lagasse. En effet, le CETA pourrait revenir sur la table des décideurs belges avant les élections de 2019 pour approbation suite à l'avis de la Cour de l'Union européenne sur la clause d'arbitrage attendue pour mars ou avril. Pendant ce temps, le CETA a fait des petits. Plusieurs autres traités contenant un système d'arbitrage similaire sont en cours d'approbation par l'Union européenne et la Belgique. 2 ans après la première saison de la saga CETA, le moment est donc venu de rouvrir ce débat. Mais d'abord, un petit rappel de l'action menée par le Parlement wallon en 2016. Dans le traité vers la paix perpétuelle, Immanuel Kant disait, je cite, « Toutes les actions relatives aux droits d'autrui dont la maxime n'est pas susceptible de publicité sont injustes. » C'est devenu un principe fondamental du droit international. En d'autres termes, tout ce que l'on n'a pas à cacher, on ne doit pas le cacher. Si on n'a rien à cacher dans ces accords commerciaux, si vraiment le CETA est bon pour les petites et moyennes entreprises, si le CETA est bon pour les agriculteurs, si le CETA est bon pour les services publics, si le CETA est bon pour la croissance, alors pourquoi faut-il le négocier en secret? Pourquoi n'a-t-on pas la confiance de le faire devant les citoyens? Il y a là une contradiction fondamentale dans la méthode. En octobre 2016, toute l'Europe était prête à signer ce traité de libre-échange, baptisé CETA, imaginé entre l'Union européenne et le Canada. Toute l'Europe, ou presque. La Wallonie, l'une des fédérations belges, ancien poumon industriel de la communauté européenne, devenue une terre fragilisée et même meurtrie par les nouvelles règles de l'économie, décide le 14 octobre de rejeter cet accord par la voix de son chef de gouvernement, le socialiste Paul Magnette. Comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA. Cela faisait 7 ans que les négociations du CETA avaient débuté entre la Commission européenne et les autorités canadiennes. 7 ans où tout avait été planifié, anticipé, filmé, comme en septembre 2014, où pour la première fois, on dévoila les contours du traité aux États membres et aux citoyens européens. À partir de cette date, sur tout le continent, 2 camps se font face. D'un côté, la société civile européenne se mobilise pour alerter l'opinion sur les conséquences de ce traité. De l'autre, l'institution européenne, dont la commissaire en charge du commerce Cecilia Malmström, tente de convaincre les États d'accepter cet accord. Le problème posé par un texte comme le CETA, c'est qu'il est extrêmement technique. C'est un texte qui fait 1600 pages, qu'on ne peut pas comprendre de manière isolée, et par conséquent, le vrai défi est de traduire toutes ces règles techniques pour la société civile et pour les personnes, la population, à qui elles sont finalement destinées et pour lesquelles elles sont d'une importance potentielle énorme dans la vie quotidienne. Le CETA est ce qu'on appelle un traité dit de nouvelle génération. Il ne comprend pas seulement une diminution des droits de douane ou une augmentation des quotas d'exportation, mais il entend également lever la plupart des obstacles réglementaires à l'expansion du commerce. Est-il aussi profitable à la croissance qu'à l'environnement, à l'économie qu'à la santé des consommateurs? Au fil des mois, de plus en plus de citoyens s'inquiètent du futur de leur assiette, comme du devenir de leur travail ou de leur service public. En Wallonie, la bataille s'engagea dès l'automne 2014. Au sein du Parlement, les députés auditionnent des spécialistes pour comprendre les possibles conséquences du CETA sur la vie économique, sociale et démocratique de l'Union. En janvier 2016, ils questionnent la commissaire européenne du commerce en charge des négociations.
L'échange est courtois, mais ne convainc pas. Quelques mois plus tard, les députés menacent de rejeter le texte s'il n'évolue pas. Mais la commission, sûre d'elle, refuse de changer le CETA et la date de ratification. La crise semble inévitable. La Commission a-t-elle eu une stratégie délibérée de jouer la montre? C'est difficile à dire. La Commission n'a-t-elle pas plutôt tout simplement espéré ou cru que la Wallonie finirait par céder, que les choses se passeraient comme elles se passent toujours, finalement, tout rentre dans l'ordre et les parlements nationaux font ce qu'on leur a demandé de faire. Mais les parlementaires wallons ne sont pas prêts à plier. L'une de leurs interrogations est de savoir si le pouvoir politique pourrait être subordonné au pouvoir de l'argent. En effet, le CETA comprend un mécanisme qui permet aux multinationales de se retourner contre un État en cas d'évolution de ses réglementations. Le 13 octobre 2016, ils interrogent sur ce problème le vice-ministre canadien du Commerce. Face à eux, David Lametti confirme le risque. C'est vrai qu'on doit payer de temps en autre quand on prononce des réglementations ou quand on crée des lois. Le lendemain, alors que toute l'Europe a les yeux rivés sur la Wallonie, Paul Magnette prend la parole. Si nous voulons demain qu'il y ait de vraies normes sociales, si nous voulons qu'il y ait de vraies règles en matière des droits de l'homme, du développement durable, il faut faire un travail de négociation pour obtenir un premier traité qui fixe les standards aussi haut que cela deviendra la norme européenne. C'est ça l'enjeu fondamental du CETA. Et c'est pour ça que nous devons dire non pour négocier. À la tribune, Paul Magnette retrouve le ton de l'ancien professeur d'université qu'il était 10 ans plus tôt. Par le verbe, il se fait le porte-parole d'une société inquiète et demande à l'Europe de tracer un nouvel horizon. Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition, je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations pour que de légitimes attentes d'une société civile organisée, transparente, qui ont été exprimées avec force, puissent être entendues par les dirigeants européens et pour que nous puissions ensemble contribuer non seulement à notre prospérité, mais aussi à reconstruire la confiance politique entre les citoyens et leurs élus. À la fin du discours, une majorité de parlementaires wallons soutient Paul Magnette. 46 d'entre eux décident de bloquer, par leur vote, la ratification du CETA. L'instant est historique. Désormais, l'Union européenne est acculée. Il ne lui reste que 13 jours avant la tenue du sommet au cours duquel le traité doit être signé. 13 jours pour trouver un compromis ou pour faire changer de cap la Wallonie. Les pressions sont venues d'une part des autorités fédérales belges, inévitablement, puisqu'elles aussi étaient mises en cause par les institutions européennes et par les autres États membres comme n'étant pas capables de mettre de l'ordre dans leur ménage. Et ensuite, la pression est venue de l'Union européenne dans toutes ses composantes. La commissaire Malmström, inévitablement le président de la Commission et tout autant le président du Parlement européen. Après une première semaine de négociations, de va-et-vient, de nuits et de petits matins, malgré les ultimatums, Paul Magnette refuse toujours de rentrer dans le rang. À ce stade, pour nous, le document n'est toujours pas suffisant. Quelques heures plus tard, alors qu'au même moment les dirigeants de l'Union, dont le Premier ministre belge, se retrouvent lors d'un Conseil européen, la crise s'amplifie. Chrystia Freeland, la ministre canadienne du Commerce, venue en personne négocier avec Paul Magnette, annonce avec émotion la fin des négociations. Nous avons décidé de retourner chez nous et je suis très triste vraiment. Le lendemain de ce coup d'éclat médiatique, Martin Schulz reprend la main des pourparlers. Le président du Parlement européen reçoit l'un après l'autre Chrystia Freeland et Paul Magnette. Embrassades, petits déjeuners et déclarations, telle est la mise en scène de la poursuite des négociations. Devant les caméras, le CETA semble sauvé. En coulisses, il ne tient plus qu'à un fil.
La pression monte, effectivement, mais en même temps, la force de frappe, la capacité de la région wallonne à faire accepter son point de vue augmente également de manière considérable, puisque c'est enfin là qu'on comprend qu'il va falloir prendre en compte réellement les exigences de la Wallonie, faute de quoi il n'y aura pas de signature et pas de traité. Le 27 octobre 2016, après d'ultimes discussions, un compromis est annoncé. Aucune ligne du CETA n'a été modifiée, mais de nouvelles garanties sociales, environnementales et juridiques ont été ajoutées aux documents annexes. Le 30 octobre, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avec 3 jours de retard sur le calendrier initialement prévu, signe le CETA. Comme pour effacer les images des dernières semaines, les photographies officielles avec les différents acteurs se multiplient. Ce jour-là, l'accord de libre-échange est de nouveau sous les projecteurs, reprenant sa marche interrompue. Le non-wallon témoigne de l'importance de la démocratie européenne, qui est, pour ainsi dire, un antidote contre le découragement des citoyens, de leur désengagement. C'est la preuve concrète du fait qu'il est parfois possible de dire non et que la logique propre aux institutions n'est pas toujours et nécessairement inébranlable. 2 ans plus tard, Justin Trudeau tente toujours de consolider l'avenir incertain du CETA, qui pour l'heure n'est que provisoirement et partiellement appliqué, attendant la ratification de nombreux États, dont celle de la France et de l'Allemagne. Paul Magnette, lui, a quitté les bancs du Parlement wallon, une institution qui rappela, en octobre 2016, à l'Union européenne et à ses citoyens que chaque assemblée, quelle qu'elle soit, peut faire entendre sa voix et changer l'histoire de l'Europe. Les citoyens de Wallonie ne se reconnaissent pas dans l'Europe d'aujourd'hui. Ils ne se reconnaissent pas dans cette Europe des marchands et des banquiers, dans cette Europe de la concurrence effrénée, dans cette Europe du dumping qui tire tout le monde vers le bas. Et longtemps, cette déception, ce désamour que nous avons vécu pour l'Europe, fut une déception silencieuse, oscillant entre tristesse et colère. Et puis nous nous sommes réveillés. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Wallonie et Bruxelles se sont à l'époque opposés à la signature du CETA, avec, il faut le rappeler, 72% de leur population qui les soutenait. C'est pas tous les jours qu'on a des gouvernements avec un tel soutien de leur population. Il y a tout juste 2 ans plus un jour était signé un accord intra-belge qui permettait finalement de sortir de l'impasse et de signer le CETA, dans lequel on retrouvait notamment l'engagement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne et également un engagement de 4 parlements en Belgique de ne pas ratifier le CETA s'il restait inchangé dans son chapitre 8, donc le fameux chapitre qui prévoit ces tribunaux d'arbitrage. Où est-ce qu'on en est 2 ans plus tard? Eh bien, c'est pas moi qui vais vous le dire, je vais donner la parole encore plus brièvement à Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères. Vous vous souviendrez peut-être d'elle, il y a 2 ans, elle avait un petit peu fait du bruit ici, puisqu'elle avait été personnellement défendre le CETA à Namur. Il était ressorti en pleurs, ce qu'elle a elle-même qualifié quelques mois plus tard d'une technique de négociation pour nettoyer les Wallons. Ça n'avait pas fonctionné. Eh bien, Madame Freeland, il y a tout juste 3 semaines, a dit ceci. The investor state dispute resolution system that has allowed companies to sue the Canadian government is also gone between Canada and the United States. Known as ISDS, it has cost Canadian taxpayers more than $300 million in penalties and legal fees. ISDS elevates the rights of corporations over those of sovereign governments. In removing it, we have strengthened our government's right to regulate in the public interest, to protect public health and the environment, for example. En gros, la ministre canadienne des Affaires étrangères, aujourd'hui, reconnaît le danger de l'ISDS et
est fier d'avoir obtenu son retrait dans l'accord qui la lie aux États-Unis. Il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis 2 ans. On sait que déjà il y a 2 ans, ce tribunal d'arbitrage n'était pas la première priorité des Canadiens, mais ça n'a jamais été dit aussi clairement qu'aujourd'hui, et c'est une fenêtre d'opportunité. Et plus près de chez nous, vous vous souviendrez tous de la démission de Nicolas Hulot avec fracas il y a 2 mois. Dans la semaine qui a suivi, Le Monde a révélé un document confidentiel qui montre que la loi Hulot sur les hydrocarbures en France fin 2017 a été vidée de sa substance par l'influence des lobbies d'affaires, notamment via une menace d'utiliser un tribunal d'arbitrage venant d'une société pétrolière canadienne. Ce qui nous montre que l'arbitrage déjà aujourd'hui fait des dégâts et nous empêche concrètement de nous défendre contre le danger des changements climatiques. Avant de passer la parole au professeur Van Harten, juste faire le point sur pourquoi nous pensons qu'il est aujourd'hui temps de rouvrir ce débat en Belgique. Bien sûr, il y a le CETA lui-même, que 4 parlements en Belgique n'ont heureusement à ce stade pas ratifié. L'avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne était annoncé pour ce 23 octobre. On vient d'apprendre qu'il a été reporté au 29 janvier prochain. Et l'avis final de la Cour arrivera dans les mois qui suivent. Et il est important de se rendre compte que cet avis sera évidemment très important quant à sa substance et aux conclusions qu'il voudra en tirer, mais il n'y a pas que son contenu qui sera important. Le jour où il sera rendu, ça ouvrira aussi la porte à peut-être de nouvelles décisions d'approbation du CETA dans son ensemble, qui dépasse largement la question spécifique qui est posée à la Cour, puisque si la Cour dit que le CETA est partiellement illégal ou incompatible avec les traités européens, il devra probablement être amendé et re-signé, ou signé dans une forme amendée, dans les jours qui suivent. Et nous avons entendu de nos alliés ailleurs en Europe que la Commission européenne leur a annoncé que c'était déjà pré-négocié avec le gouvernement canadien, que très rapidement on pourra intégrer les modifications nécessaires au CETA et qu'on le re-signera très rapidement pour sauver l'essentiel du traité. Si par exemple la Cour demain nous disait il faut modifier 2-3 éléments de la Cour d'arbitrage et on peut avancer, eh bien cela pourrait aller très très vite, et donc on serait de retour à octobre 2016, puisque la Belgique devrait décider si elle signe ce nouvel accord amendé, et la Wallonie et Bruxelles devraient décider si elles acceptent que le gouvernement belge signe. Donc il est plus que temps aujourd'hui de rouvrir ce débat, et pas uniquement sur la question qui est posée à la Cour, sur la compatibilité avec les traités de l'Union européenne. Bien sûr, la Cour ne répondra pas aux autres questions qui pour nous sont fondamentales, c'est la compatibilité du système d'arbitrage avec la démocratie, avec le développement durable, avec les progrès sociétaux dont nous avons besoin. On nous a beaucoup dit il y a 2 ans, mais qu'est-ce que vous avez contre les Canadiens? Et on a toujours répondu, évidemment, rien du tout. Nous avons un problème avec les mécanismes et les dispositions qui sont dans ces traités, et nous avons les mêmes problèmes avec les mêmes dispositions dans tous les autres traités. Et donc c'est important aussi aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a d'autres traités qui contiennent le même système d'arbitrage. Un traité entre l'Union européenne et Singapour, le premier signé par l'Union européenne après le CETA a été signé vendredi dernier, le 19 octobre, et donc l'étape suivante, c'est des ratifications, notamment au niveau belge. Quelle position sera prise par les différents acteurs politiques en Belgique? Le suivant sera avec le Vietnam. L'Union européenne, en plus, négocie la mise en place d'un nouveau tribunal multilatéral permanent qui aura toujours vocation à être réservé aux investisseurs transnationaux pour attaquer les gouvernements. Et en plus de ça, on a toute une série de traités belges avec la même clause d'arbitrage négociée avec une série de pays et dont le ministre des Affaires étrangères nous annonce qu'il va en négocier une flopée d'autres dans les mois qui viennent. Donc là aussi, à plusieurs niveaux de pouvoir en Belgique, il y a des raisons de se positionner dans des décisions à prendre très bientôt. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a parcouru du chemin, comme je le disais sur le CETA, mais aussi sur les autres. Si vous regardez les 2 derniers traités belges ratifiés à la Chambre, au Parlement fédéral, vous voyez en 2015 le traité Belgique-Panama avec clause d'arbitrage. Au niveau des partis francophones belges, ils ont tous voté contre, sauf un. PS, Écolo, Défi, CDH, PTB ont tous voté contre ce traité. Le MR a voté pour. En juillet dernier, un autre traité de ce type, Belgique-Barbade, avec la même clause d'arbitrage, a été voté au Parlement fédéral, et cette fois-ci, malheureusement, le CDH a voté pour, mais les autres partis francophones, à part le MR, ont voté contre. Donc on sent que le consensus contre ce type de système d'arbitrage s'élargit de plus en plus, mais malheureusement, pas encore suffisamment pour se débarrasser une fois pour toutes de ce système. Voilà.
Je vais passer la parole au professeur Van Harten et je pense que c'est une chance particulière de l'avoir aujourd'hui, notamment pour une raison, c'est que le champ académique de l'analyse détaillée de ce système d'arbitrage est malheureusement victime d'un phénomène problématique, c'est-à-dire que beaucoup d'académiques, et on a encore eu le cas pour aujourd'hui, on a invité des représentants de différents partis, notamment on avait invité le ministre Reinders à être présent dans ce débat. Il nous a répondu que pour des raisons d'agenda, il ne pouvait pas participer, mais qu'il nous invitait à une conférence donnée le 22 novembre, organisée par les Affaires étrangères sur ce sujet. Et si vous regardez le programme, vous avez dans le programme 2 personnes présentées comme professeurs d'université. Et puis si vous cherchez très rapidement sur Internet, vous tombez sur le fait que ces personnes sont aussi soit avocats ou arbitres dans les cours d'arbitrage ISDS. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut complètement disqualifier ces personnes pour cette raison, mais il faut au moins connaître le conflit d'intérêts qu'ils habitent, puisqu'ils ont intérêt directement et financièrement à ce que ce système perdure. Gus Van Harten fait partie des quelques rares académiques complètement indépendants, parce que lui ne travaille pas dans les tribunaux d'arbitrage, et il va pouvoir nous expliquer ce qui, selon lui, est particulier à ce système d'arbitrage. Je lui donne tout de suite la parole. Bonjour à tous et premièrement je voudrais dire merci pour votre attention et patience pour mon présentation en anglais. Pourquoi mon français n'est pas excellent. Désolé. So, I am a Canadian professor of law. I specialize in international investment law, and this has become a very controversial field because of a special system of foreign investor rights and protections that has been included in many treaties, but most notably in some significant new trade agreements, one of the most important of which is the CETA, because the size of the economies the CETA would cover, and because it is seen as a model of what to expect in a future TTIP between Europe and the United States. And this system of foreign investor rights goes by many names, technical names. One is here, Investor State Dispute Settlement, or ISDS. Sometimes it's also referred to as in a modified version as Investment Court System, or ICS, in the CETA. And it also is present in a proposed Multilateral Investment Court, or MIC, that is being discussed at the UN Commission on International Trade Law at the moment. So I want to just give you a little bit of background about this system of foreign investor rights. This system is very powerful. It allows large companies mainly and very wealthy individuals who qualify as foreign investors in a country a power to bring international claims against a country for the exercise of its sovereign regulatory authority through passage of laws, regulations, even court decisions can be challenged by foreign investors using this ISDS. It's a little bit like if we imagine we had a new court for the world. And that court could review anything that a country does. Laws, regulations, and so on. But its only purpose is to protect property rights. And in particular, property rights of foreign nationals. And who are the foreign nationals? Primarily, they're large economic
actors in the global economy. And this system, in its original design, this, what I call a world court, did not have judges. Instead, it had private lawyers instead of judges, and this creates a number of issues. Well, this new ISDS mechanism only came to be used in the late 1990s. This is a simple graphic of the total number of claims brought by foreign investors under treaties that allow for ISDS. And it starts, the first claims really start in the mid to late 1990s. Many of the first claims were against my country, Canada. They were brought by US companies under NAFTA, which is a trade agreement between Canada, the United States, and Mexico, which was ratified in 1994, when I was in my early 20s, like many of you now. And this agreement was concluded before the claims. In fact, most of the treaties were concluded before the claims. Here's when the treaties, the agreements that authorized these claims by foreign investors, here's where they were signed. Early 1990s. This includes NAFTA. Also for Europeans, very important, the Energy Charter Treaty. Authorized ISDS. And those are actually the only two treaties that made developed countries likely targets of ISDS claims. And NAFTA and the Energy Charter Treaty have together generated something like 35% of all the claims, just two treaties, because they allowed claims against Canada and against Western European countries, but only in the energy sector. So that limited treaty coverage generated these claims later. So what we like to say sometimes is that it was a case, in English the word is gotcha. The state, the sovereign, signs the treaties without much knowledge. And then the lawyers say, gotcha. Because now you cannot refuse the compulsory ISDS. The difference now is CETA, TTIP, Trans-Pacific Partnership. They're all being negotiated after the claims. So there's not the same excuse for including ISDS based on insufficient knowledge about how foreign investors would use the treaties and how the lawyers who apply the treaties would interpret them in expansive ways that tend to favor, in general, the claimant perspective, the perspective of the foreign investor. So that's a little bit of background of this system, which is still kind of new in international law, and still a treaty network that is incomplete. Now, I would like to highlight, for most of my presentation, the 4 key criticisms of ISDS. And I will identify whether these criticisms also apply to ICS in the CETA and the MIC, Multilateral Investment Court proposal. Okay? Because there are some significant changes between ISDS, old ISDS, and ICS in the CETA. Okay? Stop me anytime if you want to clarify or ask a question. So the first is, I just call this, it's very simple, the new price tag on democracy. Because ISDS is powerful for one reason, because it allows for foreign investors to access public compensation for sovereign conduct of the state in circumstances that are much broader than what we see in international law generally and in domestic law.
So what this does is it creates a risk for the state, a financial risk, when the state is thinking about making a law, a regulation, anything a big foreign investor doesn't like. The foreign investor can send a lawyer, send a lobbyist behind closed doors and say to government officials, have you ever heard of ISDS? Have you ever heard of chapter XYZ of this trade agreement? Let me explain to you how it works. The way it works is, even if the government thinks it will win the case, there may be as low as 5% risk of a catastrophic financial award. Because in ISDS, the state has generally no opportunity to avoid liability if it loses before the lawyers who sit as the arbitrators on tribunals. This is quite exceptional if we look at other areas of international law. Okay? So the state, in thinking about passing a law, may assess it has a small risk of losing an ISDS case, but if it does lose, the cost may be in the billions of dollars. And there are cases where the awards have run into billions of dollars. So for any sane government that is responsible for the public budget, this has to be a factor to consider. It might not stop the law, but it is changing the dynamic of decision making. And I've done a lot of research on this in Canada, on how the internal decision making shifts in favor of the foreign investor interest. And sometimes this is a general law that has benefits, costs for many different actors, but only the foreign investor can show the decision maker the new price tag for democracy. You can pass the law, but it might cost you a lot of money. So it's the first criticism. Sometimes it's called regulatory chill, or the chilling effect. And this applies for ISDS. This applies for the ICS in the CETA in essentially the same way, because the remedy is the same. The retrospective compensation order for sovereign conduct of the state is the same remedy, including for expected future profits, which is very significant. It's hard to say whether it will be included in the Multilateral Investment Court. It's still being discussed, but I would say it's very, very likely, at least, that it will be the same remedial structure that will provide this powerful right to foreign investors. The second is another very simple point. Why should foreign investors alone receive these extraordinarily powerful protections at the international level? Why not domestic investors? Why not domestic citizens? Why not other foreign nationals? Why not victims of foreign investors? Well, the answer is because governments decided they wanted to give the most powerful protections for any private party in international law. They wanted to give those protections to a small group of actors, the most significant of which are the most powerful economic actors. So we have I say a strange situation where the most powerful protections are provided to the least vulnerable actors. And that to me is kind of backwards. And this is an issue that is the same for ISDS, ICS, and the MIC. Why? Because they are all designed to provide special access to public compensation in certain circumstances for this particular class of actors. Not for all property rights holders, only for foreign nationals. And not for other rights holders at all. That, I would say, is the second essential criticism or point of debate in the controversy about the system. The third one is the issue of balance. And here we have to look at the main historical justification
for foreign investor rights is that some countries have weak courts, weak institutions. There is corruption, there is delay. And so foreign investors need protection in those countries. That is the argument. By the same logic, why is there no equivalent enforcement mechanism for foreign investor responsibilities in those countries? Because foreign investors can benefit from weak courts and weak institutions and corruption. Sometimes they can benefit from that. Sometimes it's a business advantage. I can tell you in the mining sector, it is sometimes a business advantage because you can tell the government what you want to happen to local communities who are in the way of your mine. And it's not just corruption I'm talking about. I'm talking about violence. Where is the enforcement mechanism for victims of that foreign investor misconduct in countries with weak institutions? That is the question that this criticism raises, the lack of balance. Not rights without responsibilities that are enforceable in the same way, because the ultimate justification leads to both. That's the third criticism. Again, this is the same. ISDS, ICS, and very likely MIC, because there is no talk of foreign investor responsibilities that are being broadly framed and subject to enforcement in the same powerful process as foreign investor rights in these contexts. The fourth criticism is a little more complex. I mentioned at the beginning, it's a funny thing to have a kind of like a world court, but without judges. Instead of judges, we have a kind of private judge. It's a little bit simplistic, but essentially a private judge who's appointed case by case, called an arbitrator. In many cases, arbitration is very good, where in commercial arbitration, in labor arbitration, sometimes in family disputes, both sides agree, we trust this person to resolve our dispute. We don't want to do it in the court. We want this person to resolve our dispute for us. I say, let them do that. They will have confidence in the outcome. It may be faster, it may be cheaper. Whatever the reason, if they are both informed, if there's no great disparity of bargaining power, I say, good. Arbitration is a good process in many contexts, not in this context. Why? Because this is an asymmetrical context, one way. Only foreign investors bring claims against countries, not vice versa. Right from the start, you just created an economic interest of the judge in encouraging claims by one side. Why? Because they only grow the arbitration business if there are more claims. And only one side can bring the claims. So, I'm not saying this determines all decisions. I'm not saying I cannot access the mind of the arbitrator. But that's not the issue. The issue is public confidence in the process to review the sovereign choices of countries, democratic choices in many cases, and to decide about giving public money, large amounts of public money, to private actors. That process needs to be independent and fair, such that the public has confidence in it. And when you use arbitrators instead of judges in this context, you lose security of tenure, you lose set salary, you lose prohibitions on side work as a lawyer, you lose objective method of case assignment, which are all central hallmarks of the judicial independence of courts for a long, long time. We lose them all in some of the most important decisions that a court can make, setting the legal boundaries of what the state is allowed to do and awarding potentially billions of dollars in public money. It is totally inappropriate to use arbitration in that context, in my view. And it was a big mistake. And states made that mistake before, I think,
they really understood what they were doing in the early treaties. Now they have an opportunity to fix that. By the way, judicial independence is a matter of fair process, but there's another very important point about fair process. In any adjudicated proceeding, there is a fundamental principle that if your interests are affected, you have a right to represent your interests in the proceeding. You have a right of standing in the proceeding. ISDS disputes often affect parties other than the foreign investor and the state. They may affect domestic investors. They may affect another level of government whose decision is being challenged, for example. They may affect an individual who is accused of having taken part in some kind of corruption. In a fair process, those parties are entitled to standing to represent their interests. In ISDS and ICS, and I'm not sure about the MIC, they are denied that very basic right. That is fundamentally unfair. And it is another problem that arises from using arbitration instead of a judicial process. So that's why I say these concerns apply for ISDS and partly for ICS and MIC. Because I give full credit, in Europe, you have taken steps to fix much of the problems with judicial independence. Not all of them, unfortunately, but most of them in the ICS, in CETA. And that was a reform that came from Europe. So I applaud that. But in the wider context, I want to be clear, we have not fixed all the problems with ISDS in ICS, and we won't do that in MIC either. Okay? By the way, the representation of third parties was supposed to be in the original version of ICS, but the relevant provision was dropped from the CETA for reasons I don't know. Okay, very quickly, financial winners and losers. We tracked who countries were ordered to pay money to in all known ISDS cases up to, I think, 2012. So most of the money went to companies with over $10 billion in annual revenue. The next biggest financial winner, I say, was the ISDS legal industry, because the legal fees and arbitration fees estimate was around $2 billion in total. So it's big money for lawyers and for law firms. And then others, very rich individuals were next, so individuals with over $100 million in net assets. And then other size companies, and of course, the countries, they only pay. They pay the awards and they pay legal fees and arbitration fees. So they're the ones paying the awards. Very quickly, that little red arrow, this is, by the way, this is a graphic of ISDS coverage of U.S. inward FDI stock. That means foreign-owned assets in the United States economy. How much of those assets are covered by ISDS under an existing treaty, not accounting for a certain complexity called forum shopping. But basically, this is telling us how much, using the United States as a proxy to show how prevalent is ISDS in the world today. But I'm using the U.S. economy as a proxy. And we see this is where we are now, based on existing trade or investment agreements that have ISDS of the United States. With the Trans-Pacific Partnership that the United States pulled out of, it would have doubled ISDS coverage in the U.S. economy. And here's the big one. EU-US TTIP, game changer. Completely transforms ISDS from a limited role to a dominant role in reviewing decisions of the state. And that which would be left over. Very quickly at the end, very recent development, which Michel commented upon. NAFTA 2.0. In Canada, we call it NAFTA 2.0. President Trump calls it the USMCA. He wanted to name it in honor of the U.S. Marine Corps, U.S., Mexico, Canada. And I'm going to call it NAFTA 2.0. And this is a historic
NAFTA is phasing out ISDS between Canada and the United States. I have to admit, I never thought I'd see the day. 3-year phase-out period. The United States wanted it out for itself and wanted Canada and the United States to Canada and Mexico to opt into ISDS. And the Canadian government said, no, thank you, we'd like to take it out for us too. And you saw the statement from Minister Freeland, and I agree wholeheartedly with her characterization of the issue in that statement. So this shows that we don't need ISDS, and we should not have ISDS or ICS in agreements, at the very least, in agreements between developed countries with mature democracies and court systems. It's a different discussion if you're dealing with other countries. It's a more complex discussion. Old ISDS is, in my view, flawed there too. But in this context, I think having ICS and CETA after this is just a big mistake. It took Canada 25 years to get out of the mistake in NAFTA. So I would suggest we should not start a new one. And lastly, there are significant limits on ISDS in the new NAFTA between the United States and Mexico. I don't have time to get into them, but they're the most significant limits I have seen in any investment treaty between a developed and developing country. So ISDS is greatly scaled back in the new NAFTA between the United States and Mexico. So I'd like to thank you for for listening to me en anglais, and I'd be happy to answer any questions, but I look forward to the discussion among our other guests. Thank you. Merci beaucoup, professeur. Je pourrais l'écouter pendant des heures, mais le programme est très serré, donc on va passer au débat et je vais appeler pour l'introduire Jean Hermès, président du Conseil intermutualiste national, pour nous expliquer, pour ramener peut-être le débat dans le contexte belge, qu'est-ce que les mutualités encourent comme risque très concrètement avec l'arbitrage international. Et on peut peut-être déjà inviter notre panel aussi à monter sur scène et à prendre place sur les différentes chaises. Voilà, Jean, je te donne la parole. Merci. Donc effectivement, le Collège intermutualiste national, qui regroupe l'ensemble des mutualités de Belgique, ont dès le début montré leur opposition au CETA, et particulièrement en raison de cette clause d'arbitrage. Et donc, juste pour illustrer ce que ça pourrait signifier en termes de détricotage de la sécurité sociale et de notre système d'assurance maladie obligatoire, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est celui qui a atteint la Slovaquie, qui, dans leur système de soins de santé, a décidé d'émettre une loi qui limite la libéralisation de l'assurance santé. Ils ont été poursuivis par Achmea. Achmea est un assureur hollandais et qui donc estimait qu'une partie de son marché avait donc été coupée de par une plus grande régulation, de par une assurance soins de santé qui devient plus solidaire. Ils avaient été condamnés, l'État Slovaquie, à 25 millions d'euros pour avoir limité en fait le marché potentiel d'un assureur privé. Heureusement, par après, ils ont eu gain de cause dans un recours. Je vais vous donner un autre exemple pour la Belgique. DKV, qui est le plus grand assureur privé en Belgique, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu en termes d'assurance hospi. Dans l'an 2006, le gouvernement avait décidé d'étendre l'assurance maladie obligatoire aux petits risques des indépendants. Donc il faut savoir que les indépendants, avant 2006, ils devaient cotiser à des assurances privées pour les petits risques, comme on dit, c'est-à-dire les médicaments et par exemple aussi les consultations chez les médecins généralistes. Le gouvernement, à ce moment-là, a décidé d'étendre l'assurance maladie obligatoire et d'incorporer les petits risques dans l'assurance maladie obligatoire. DKV, évidemment, qui avait comme marché potentiel tous les indépendants pour la couverture des petits risques, a fait un recours devant la Cour constitutionnelle
parce qu'ils estimaient que voilà, ils ont été lésés et qu'ils n'avaient plus ce marché potentiel. Alors mettez-vous dans le système actuel où il y aurait une cour d'arbitrage, ils pourraient déposer devant la cour d'arbitrage un recours estimant que la régulation introduite par un État, l'extension de l'assurance maladie obligatoire, réduit leur marché. Et un autre exemple que nous avons vécu, toutes les mutualités au début des années 2000, où nous avons été attaqués par les assurances hospitalisation privée, parce que nous intégrons dans la cotisation obligatoire, qui est une cotisation solidaire qui est payée par tous les Belges à leur mutualité. Dans cette cotisation, il y a une assurance hospitalisation solidaire, c'est-à-dire qu'elle n'exclut personne, que tout le monde paye la même prime, donc il n'y a pas de segmentation, et elle ne limite pas, elle n'a pas de questionnaire médical. Et donc les assureurs privés ont estimé qu'ils étaient lésés par cette initiative qui entre parfaitement dans les principes de l'intérêt général, puisque c'était les services d'intérêt général qui ont bénéficié d'une certaine protection et nous permettent aux mutualités de rendre des services obligatoires. Les assureurs nous ont établi un recours, mais au niveau européen. Ça a été une longue bataille et, in fine, l'Europe, la Commission européenne, a reconnu les mutualités dans ce service qui est un service d'intérêt général de par sa définition. Et donc ici aussi, de par cette initiative solidaire, on introduit une accessibilité aux soins, on permet une plus grande solidarité entre les personnes qui sont malades et celles qui sont en bonne santé et entre les revenus aussi. Et ici, l'Europe, la Commission européenne, a finalement concédé que ceci, effectivement, pouvait être maintenu en Belgique parce que, entre autres, ça répondait à la définition du service d'intérêt général. Imaginez demain si, effectivement, de nouveau, les assureurs avaient l'occasion de présenter ce type d'initiative devant une cour d'arbitrage. Allons plus loin maintenant, parce que c'est un débat qui va arriver bientôt. Vous avez tous entendu autour de vous les problèmes qu'il y a sur les suppléments d'honoraires en milieu hospitalier. Il faut savoir que ce marché des assurances représente 1,6 milliard d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte de ce cas. Donc les assurances privées et ainsi que les mutualités présentent aujourd'hui des couvertures pour les suppléments d'honoraires, particulièrement en chambre à un lit. Ceci nous conduit en fait vers une forme de médecine duale. Vous avez tous entendu déjà parler de cas où un médecin refuse d'intervenir ou d'opérer parce qu'on ne choisit pas la chambre à un lit, ou encore qu'on postpose certaines consultations si on ne va pas à son cabinet privé. Donc en fait, ce mécanisme de supplément introduit une forme de médecine duale, mais pourtant c'est un grand marché très juteux, 1,6 milliard d'euros, dont de nouveau DKV est un des grands acteurs. Bien, nous croyons, et l'ensemble des mutualités, que ce système nous conduit vers une dérive de notre assurance maladie, et nous allons proposer de supprimer définitivement la possibilité de facturer des suppléments d'honoraires à l'hôpital, en ayant une compensation qui sera en partie reprise dans l'assurance maladie obligatoire via le mécanisme de sécurité sociale. Je suis certain que si on dépose ce type de proposition, forcément, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on coupe complètement le marché des assurances privées. Et donc, de nouveau, si effectivement il y avait une possibilité de recours, DKV en particulier, qui est une entreprise assurantielle multinationale, puisqu'elle est surtout active en Allemagne, mais via le groupe Allianz dans beaucoup d'autres pays, pourrait dire, voilà, cette initiative d'extension de l'assurance maladie obligatoire, de régulation, parce que c'est ça qu'on parle, régulation, c'est-à-dire interdire les suppléments ou les plafonner, en fait, ça me coupe une partie de mon marché, et donc vous prenez une initiative qui va à l'encontre des intérêts commerciaux de cette assurance. Je pourrais continuer encore avec d'autres exemples dans le domaine des soins de santé où nous régulons, par exemple, la nomenclature via des tarifs, où nous mettons également une limite à la liberté d'établissement pour des prestations technologiques ou des services des équipements médicaux lourds. Là aussi, certaines firmes peuvent à un moment donné dire, mais tiens, vous limitez la possibilité d'établissement d'un équipement médical lourd par une régulation de l'État. Cette régulation indispensable pour la qualité des soins et la maîtrise des dépenses
pourrait être une entrave à des entreprises de effectivement plus investir dans des services privés. Mais on pourrait même imaginer aussi qu'en termes de prévention, tout ce qui limite, par exemple, la consommation des produits alimentaires, du tabac, des sodas, pourrait être considéré comme une entrave à un marché commercial, puisqu'on limite l'expansion possible de certains dans certains produits. Donc vous voyez, tous ces différents régulations, ces différentes initiatives des États qui visent un intérêt de santé publique, qui visent un intérêt d'accessibilité des soins, qui visent une solidarité par la protection sociale, sont des mécanismes de régulation qui ont l'intérêt général comme objectif et non pas l'intérêt commercial de certaines entreprises qui, honnêtement, quand on voit le rendement que ça représente en termes de santé, c'est plus un recul qu'un bénéfice lorsqu'on voit les dégâts que font, par exemple, la vente du tabac ou des sodas. Donc voilà une série de raisons pour lesquelles l'ensemble des mutualités déclarent aujourd'hui que ces différents contrats, ces différents nouveaux contrats entre les pays va réduire et risque de réduire la protection sociale, risque aussi d'affaiblir les possibilités de politique en santé publique. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup d'avoir replacé le contexte et désolé pour le timing qui court. Voilà, il nous reste 30 minutes pour le débat. Et pour le débat, je vous propose de commencer par vous donner la parole, chacun à votre tour, pour introduire le débat et selon vos termes. Et puis on échangerait. Il y aura encore un tour de parole de conclusion. J'invite d'ailleurs le professeur à vous rejoindre pour pouvoir participer aux interactions. Pour lancer le débat, je mets simplement 3 questions sur la table qui découlent directement de tout ce dont on vient de discuter. La première, elle semble évidente, c'est est-ce que les partis que vous représentez, pensez-vous, pourraient s'engager à simplement refuser à l'avenir de soutenir tout traité qui contient une version ou une autre de ce mécanisme de règlement des différends, que ce soit ISDS, ICS ou la Cour multilatérale, en tout cas sur base du mandat actuel, qui ne rencontre pas les conditions qu'a posées le professeur Van Aerten. La deuxième question est une version concrète de la première, c'est-à-dire on décline la question par rapport aux différents traités, que ce soit le CETA, s'il contient encore un mécanisme de ce type, le tribunal multilatéral dont la négociation ne peut continuer sur base du mandat actuel, et les traités de la Belgique et de l'Union européenne avec l'Indonésie, Panama et d'autres négociations qui sont annoncées. Pourriez-vous vous engager à ce que ces traités ne puissent pas voir le jour et entrer en vigueur s'ils contiennent ce mécanisme? Et enfin, la troisième question fait le lien avec ce qu'a dit le professeur tout à l'heure sur l'équilibre entre les droits et les devoirs. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la protection des investisseurs, la question est de savoir quel équilibre on trouve entre les différents intérêts. Et nous pensons qu'il est temps de dire la hiérarchie actuelle du commerce international et notamment créée par ces traités qui placent les droits des investisseurs avant tous les autres droits et avant les droits humains, cette hiérarchie, il est temps de la renverser et de dire les droits humains d'abord. Il y a des propositions très concrètes, notamment un traité en cours de négociation de l'ONU qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'abord protégeons les droits humains efficacement et après, ensuite, on pourra discuter de la protection des investisseurs. Je propose de commencer le débat en donnant la parole à Monsieur Lagasse. Merci. Je suis le président du centre d'études Jacques Georgin du parti Défi. Donc la réponse est effectivement le passé, notre passé l'a illustré, que nous avons émis les plus nettes réserves à l'égard des positions de la Commission européenne et de tous les systèmes, type bien entendu SIS, et même la formule soi-disant améliorée par la Commission européenne. Notre centre d'études a fait appel à un cabinet international d'avocats, qui sont aussi des académiques, et ceux-là, ils ne sont pas de l'acabit de ceux que M. Renders invite au mois de novembre, et ils nous ont fait un rapport extrêmement inquiétant, que je ne vais pas vous détailler ici, mais je vais quand même vous donner 2 points importants, qui nous ont amenés à, bien entendu, conseiller à nos parlementaires de s'abstenir, d'être défavorable par rapport à l'assentiment, et donc ces positions ont été relayées dans les différents parlements.
Mais pour vous informer, les 2 points sur lesquels il nous a attiré notre attention, et que le professeur d'ailleurs Van Hartmann a lui-même évoqué, c'est la rupture de l'égalité des citoyens devant le droit. Parce qu'on donne aux investisseurs le droit d'agir que l'on ne donne pas aux opérateurs économiques internes. Alors qu'on ne voit pas de risque particulier que ces étrangers, ces investisseurs étrangers courraient en Europe par rapport aux nationaux. Deuxièmement, très important, donc la question que nous avions posée et qui a été posée par la suite à la Cour de justice, c'est quelles sont les contradictions entre le CETA et le droit primaire européen. Autre élément, mais fondamental, c'est que la création d'un tribunal des investissements, même sous la forme proposée par la Commission, remet en cause le monopole de la Cour de justice européenne, qui a jusqu'à présent le droit, et à titre exclusif, de contrôler au niveau européen la validité, l'interprétation du droit européen. Et donc on crée à côté une juridiction qui n'est pas tenue de poser les questions préjudicielles à la Cour de justice européenne, et qui donc va devoir traiter du droit européen. Donc cet élément-là est tout à fait négatif. On a vu dans un précédent, quand l'Union européenne a voulu adhérer à la Convention des droits de l'homme de Strasbourg, que la Cour de justice a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mon monopole aussi est corné parce qu'une autre cour, la Cour de Strasbourg, va pouvoir intervenir. » Donc je fais bref. Et là, j'ajoute un troisième argument négatif, c'est que même si on a le droit de réguler, on l'a dit, il y a capacité de ces tribunaux d'imposer des sanctions. Et des sanctions des investisseurs étrangers, qui pourraient être au niveau européen, ça c'est nous qui ajoutons, considérées comme des aides d'État. Et donc là encore, on se trouve en contradiction avec le droit européen. Donc par rapport aux questions, voici donc les réponses très négatives de notre étude. Si j'ai la parole tout à l'heure, je pourrais expliquer la position de notre parti dans notre programme pour les élections prochaines. Quelle est notre position globale par rapport aux accords de commerce? Merci. Comme on n'est pas encore tout à fait en campagne électorale, moi je ne vous donnerai pas le programme de mon parti, je reviendrai volontiers pour le faire une autre fois. Je vous dirais simplement que sur toutes ces questions, la réponse est oui, évidemment. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. L'exposé brillant et extrêmement clair du professeur Van Harten le montrait très bien. Le principe même d'une juridiction qui n'est ouverte qu'aux investisseurs pose un problème d'égalité de droit fondamental. On peut renforcer autant qu'on veut les garanties judiciaires, ça continue d'être un problème. Pourquoi une catégorie de justiciables, ceux qui sont déjà les plus riches et les plus forts, auraient-ils droit à une juridiction qu'on ne peut qualifier que de juridiction d'exception? Donc ça, c'est parfaitement clair. Je crois en revanche qu'il faut aller au-delà de ça, si je peux me permettre, et qu'il faut poser 2 questions supplémentaires, et sur lesquelles j'aimerais l'avis non seulement de mes collègues, mais surtout l'avis du professeur Van Harten. La première question, qu'est-ce qu'on fait avec les centaines et centaines, même les milliers d'ISDS existants, puisqu'il y a des traités qui ont été signés, ça a été rappelé pendant des décennies, qui ont inclus un mécanisme d'ISDS, dont il est très rarement fait usage, mais qui néanmoins sont là. Comme ministre-président, j'ai bloqué le CETA, mais j'ai aussi bloqué, ça a eu beaucoup moins de succès politique et médiatique, mais l'Union économique belgo-luxembourgeoise Panama, parce que c'était une demande pressante du ministère des Affaires étrangères relayant la région flamande, pour une raison très simple, une grande entreprise flamande bien connue, De Nul, qui est une des plus grandes multinationales belges, richissime, qui fait une entreprise de dragage, donc qui construit des ports, des canaux, etc., a d'immenses chantiers au Panama, à ouvrir pour des milliards d'euros et souhaitait activer et en même temps approfondir le mécanisme d'arbitrage prévu dans cet accord au cas où le gouvernement du Panama menacerait ses intérêts. Et donc on a dû bloquer ça pendant très longtemps. J'avoue que je ne sais pas où ça en est aujourd'hui puisque je ne suis plus aux affaires, mais on l'avait très longtemps bloqué. Mais ça pose donc la question du stock existant. Non seulement il n'en faut plus de nouveau, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste? J'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis tout un mouvement qui est Anti-ISDS Movement, avec toute une plateforme qui est très relayée dans le monde politique, dans le monde syndical et dans le monde politique notamment par certains députés sénateurs démocrates, dont la plus connue est sans doute Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts et qui représente l'aile gauche du Parti démocrate, qui est vraiment la figure de proue de la lutte contre les ISDS.
mais ça pose une vraie question de stratégie politique. Comment fait-on pour démanteler tous ceux qui sont encore là? On a pu éviter, en tout cas jusqu'ici, d'en ajouter de nouveaux, mais comment faire pour démanteler le stock? Et puis, deuxième question, quand même théorique aussi, c'est celle de savoir ce que serait une juridiction idéale. Il y a différentes parties, on l'a dit, il y a les entreprises, mais il y a aussi, et il devrait avoir voix au chapitre, les individus en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant que travailleurs, les syndicats, les associations de protection des consommateurs par exemple. Aujourd'hui, elles n'ont pas voix au chapitre. Dans des pays comme les nôtres, comme la Belgique par exemple, où il y a un système juridictionnel éprouvé, qui est là depuis 2 siècles, qui globalement fonctionne bien. À la limite, on peut se dire, on n'a besoin de rien du tout. On utilise les juridictions nationales et le cas échéant, on utilisera les juridictions européennes et internationales pour obtenir gain de cause. Ça existe et on a à peu près tous les moyens disponibles. On devrait renforcer en Belgique, par exemple, la class action, mais c'est un autre débat. J'ai eu un cas, puisque quand j'étais ministre de l'énergie, j'ai imposé une taxe à Electrabel pour récupérer la rente nucléaire. Electrabel a excipé d'un accord qui avait été fait par un ministre précédent de l'énergie, dont je tairai le nom par charité chrétienne, qui prévoyait un mécanisme d'arbitrage privé. Heureusement, en première instance, en appel, et même devant la Cour constitutionnelle, ça a duré 3 ans, la procédure de bataille entre Electrabel et moi, eh bien, l'ensemble de ces juridictions ont considéré que c'était sans objet, et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Donc on a la chance d'avoir de bonnes juridictions, mais le professeur Van Harten le rappelait dans son exposé, dans beaucoup de pays, le système judiciaire est inefficace, incomplet, corrompu. Et donc dans ces pays, l'absence de mécanismes juridictionnels internationaux peut avoir pour conséquence que dans les faits, ce sont les intérêts les plus faibles, c'est-à-dire ceux des particuliers, des syndicats, des associations, qui vont être devant les juridictions nationales, massacrés par les intérêts des multinationales. Donc je voulais juste dire ça parce que parfois dans le débat anti, on veut tout foutre à la poubelle. C'est comme dans le débat anti-commerce, on dit il faut plus d'OMC, il faut plus de ceci, il faut plus de cela. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'absence de règles protège toujours les plus forts. Et que si dans certains pays, les mécanismes juridictionnels internes sont faibles, une bonne juridiction internationale, mais j'aimerais que le professeur Van Harten nous dise ce que serait what would be a perfectly efficient and fair judicial mechanism to solve that kind of issues and open it to all parts. Je crois que c'est aussi un élément du débat si on va aller au-delà simplement des quelques dossiers qui sont en cours aujourd'hui. Et je cède la parole à l'échevin de la ville de Bruxelles, Benoît Hélitte. Merci au bourgmestre de Charleroi. Merci d'avoir organisé ça. J'ai compté, c'est la 57e fois que je participe à un débat en Wallonie ou à Bruxelles ou en Flandre sur la question des traités internationaux. Donc ça démontre que ça bouge beaucoup et c'est probablement pour ces raisons-là que la question vit énormément dans la société civile, que Paul est parvenu aussi, avec le courage politique en plus, à bloquer le CETA comme il l'a fait à un moment donné du processus. Est-ce que, pour répondre aux 3 questions, donc 3 fois pour les écologistes, écolo et Groen, c'est important, pas seulement écolo, mais Groen aussi, parce qu'en Flandre, le débat est de nature fondamentalement différente. Je réponds donc non, non, oui, oui, à toutes les questions. Oui, refuser la ratification, donc oui. Mais je ne m'y oppose pas, ou nous ne nous y opposons pas seulement pour des questions liées à l'ISDS ou à la justice sur mesure, mais sur la question même fondamentale qui se pose dans la signature de traités de libre-échange, c'est à savoir, est-ce que ça a un sens politique quand on veut privilégier les circuits courts, en particulier en matière d'alimentation et d'agriculture, de signer des traités avec des États qui sont extrêmement lointains? Je pose la question, je ne vais pas y répondre, ce n'est pas le sens du débat ici, mais la raison de s'opposer à ce type de traité n'est pas seulement juridictionnelle, elle est aussi politique. Et pour nous, privilégier les circuits courts est essentiel, surtout en matière d'agriculture. Quel sens ça a d'importer des tonnes de soja du Canada ou des États-Unis pour les faire manger par nos vaches ou nos cochons? Ça, c'est une question que je pose ici, mais qui n'est pas le cœur du débat. Alors, ce qui est important ici, sur le problème des juridictions spécifiques pour les multinationales, c'est que
c'est la primauté dont Michel a parlé, des droits humains, des droits sociaux, des droits environnementaux sur le droit des investisseurs. Et en fait, depuis l'insuccès ou les difficultés rencontrées par le processus de Doha, instituant l'OMC, les représentants des grands acteurs économiques européens, essentiellement Business Europe, mais aussi d'autres d'Amérique du Nord, ont travaillé à la mise en œuvre de mécanismes spécifiques, comme la ISDS, qui est devenue ICS, et puis peut-être un jour le AMC. Et c'est très visible, à partir du moment où les pays du Sud ont bloqué le processus de libéralisation au travers de l'OMC, à la fin des années 90, sont nés tous ces projets d'accords commerciaux sur mesure, à commencer par l'énorme projet, le TTIP. Et donc c'est une question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment faire en sorte pour que les droits humains, sociaux et environnementaux prévalent sur le droit des investisseurs. Or, tous ces traités ont un point commun, c'est qu'ils donnent la primauté sur le droit des investisseurs, en utilisant en plus des prétextes fallacieux, comme par exemple le développement de l'emploi et de l'économie, chose qu'on a entendu énormément. Et deuxième élément, il y a un élément important, pourquoi Didier Reynders n'est pas là? J'ai la chance de beaucoup discuter de ces choses-là avec lui en commission des relations extérieures de la Chambre. Et en fait, son objectif, lui, c'est de faire de Bruxelles en particulier, bientôt je serai chef de la ville de Bruxelles, ça ne m'empêche pas, qu'il veut faire de Bruxelles en fait une place de l'arbitrage. Et vous n'êtes pas sans ignorer, il y a probablement des juristes ici dans la salle, que Bruxelles est reconnue pour sa compétence en matière du bureau d'avocats, et en particulier du bureau d'avocats d'affaires, par la présence de l'Union européenne, évidemment, mais l'objectif économique de la généralisation des processus d'arbitrage est aussi de faire de Bruxelles un lieu où la compétence est, et donc de créer de l'activité économique, si vous voulez, dans l'arbitrage. Et vous avez vu, avec le professeur Van Harten, que c'est un business florissant. Donc on va un jour nous vendre, d'un point de vue belge, la défense ou la promotion de l'arbitrage comme une façon de créer de l'emploi ici, à Bruxelles en particulier, et en Belgique en général. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions qui ont été adressées directement au professeur Van Harten, donc je propose de lui donner la parole pour y répondre. Et avant ça, une petite précision pour répondre à la question de M. Magnette. Le traité UBL-Panama a malheureusement été ratifié en juillet dernier par la nouvelle majorité MRCDH en Wallonie, malgré tous nos efforts pour les en empêcher. Et donc il ne reste que Bruxelles, où 2 des 3 partis représentés ici sont dans la majorité. Et donc il y a vraiment un rôle important à prendre pour Bruxelles, pour prendre un rôle de premier plan que malheureusement la Wallonie ne peut plus jouer. Et donc sur le système idéal de règlement des différends, ou pourquoi pas un autre système qui permettrait de régler les problèmes posés, je donne la parole au professeur. Thank you very much to the other guests and presenters. Was a real pleasure to be here with the 3 of you and my fellow presenter Revere. So a very good and important question for sure from Mr. Magnette is what do we do with the many bilateral investment treaties left over from essentially the immediate era of decolonization that include this very lopsided ISDS mechanism that is just badly outdated. It's difficult because these treaties were designed to be locked in. So they often have minimum terms or a limited window to terminate the treaty. So first of all, the first step is to look in the bilateral relationships, especially where you have a country that has more political clout. If it is willing to genuinely replace ISDS with something that is balanced, respectful of domestic institutions, addresses concerns about regulatory chill, and has an independent and fair process, then there can be a role for such a thing in relations between developed and developing countries, even though foreign investors can still protect themselves in their contracts.
any foreign investor who has a project anywhere can contract with the government for ISDS. So really, foreign investors who want it in the treaty, it's because they don't want to have to deal for it in the marketplace. It's asking for protection from the state. But even if a government wanted to have treaty-based ISDS, it has to be reformed at a deep level, and that starts bilateral relationship one at a time. Unfortunately, there's not the political space for that in many countries. And the limited political space forces others to focus on blocking a massive expansion of ISDS. But perhaps we'll soon be at the point where there is more space to have international process that has a variety of conditions that I've laid out in my work, and that unfortunately there just doesn't seem to be the political space for those right now in the discussions at UNCITRAL of the MIC. But I would suggest that that would be the best solution. But, you know, I'm an academic, so I could go on for another hour, but I want to leave the details. On me dit qu'il y a un cours qui commence à 14h, donc on va on est très serré, et j'ai promis aux intervenants d'avoir un tour de conclusion, donc si vous voulez échanger avec eux, ce sera devant l'auditoire après. Je vais leur donner la parole tout de suite. Juste deux précisions. Le fait que, et c'est quelque chose parfois qu'on oublie, tous ces traités, dans leur état actuel, contiennent à côté du mécanisme investisseur-État un mécanisme de règlement des différends d'État à État. Mécanisme qui existe aussi à l'OMC, qui existe dans les traités commerciaux, et qui, dans tous ces autres contextes-là, a l'air d'être parfaitement suffisant. Et donc, si on supprime l'ISDS, c'est pas comme si on se retrouvait sans aucune règle et sans aucun mécanisme pour les faire respecter. Bien sûr, l'absence de règles profite au plus fort, et l'absence de règles, très clairement, c'est l'option Trump, et ça n'est pas du tout notre option. Nous demandons des règles plus justes et des mécanismes plus justes pour les faire respecter. Ceci étant dit, je propose qu'on reprenne dans le même ordre un tour de conclusion, où vous aurez du coup, vu le temps qui nous reste, entre 2 et 3 minutes chacun. Mais très brièvement, je vais répondre à la question de Paul Magnette. Notre réponse est la suivante. Là où c'est possible, avec des pays comme l'ALENA l'a illustré, on supprime carrément, puisqu'ils ont réussi à le faire avec des pays développés, c'est possible. Lorsque on garde une cour, nous avons établi la liste des conditions pour nous minimum pour approuver un traité avec cour. Je vous lis simplement les titres de rubrique pour ne pas faire plus que 2 minutes et demie, 3 minutes. Il faut limiter la compétence de la Cour au contrôle du traitement national, c'est-à-dire la non-discrimination par rapport aux investisseurs. Deuxièmement, n'accepter les plaintes des investisseurs que ceux qui ont les mains propres, c'est-à-dire avec un droit d'exception contre les investisseurs qui n'auraient pas respecté les normes sociales et environnementales. Troisièmement, par souci d'équilibre, élargir la compétence aux plaintes d'États, entreprises, ONG contre les États faisant du dumping social, fiscal et environnemental. Quatrièmement, les garanties d'indépendance des juges. Cinquièmement, l'équité procédurale. Lorsqu'un État est visé par une plainte, le tribunal doit prévoir que toute partie dont les droits ou intérêts sont affectés par l'affaire puisse y participer pleinement. Donc voilà, très résumé, les conditions minimales pour lesquelles nous pourrions quand même accepter un tribunal des investissements, là où ça s'avère nécessaire et préférable à un système national. Merci. C'est pas vraiment prévu de conclure, parce que je pense que c'est un débat ouvert, mais peut-être revenir sur 2 éléments des questions qui sont posées ici. La première, c'est sur le CETA lui-même. Donc vous vous souvenez qu'après ce bras de fer sur le CETA, on avait non seulement obtenu que la question soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne de la compatibilité de ces mécanismes d'arbitrage, que ce soit ICS ou International Court System, avec l'ordre juridique communautaire. Donc c'est évidemment un élément extrêmement important. On attendait les conclusions, malheureusement elles ne sont pas arrivées, mais ce sera extrêmement important de voir comment la Cour de justice se prononce. Il y a de bonnes raisons de penser, en tout cas c'est ce que les juristes avec lesquels on a travaillé quand on a écrit, parce que pour poser une question à la Cour, il faut rédiger un mémoire, et c'est un document très long, d'une centaine de pages, dans lequel on avance une série d'argumentations. Et l'une des raisons fondamentales est de dire, si un tel mécanisme était accepté, puisque
à travers des arbitrages, comme l'a dit le professeur Van Harten tout à l'heure, n'importe quelle entreprise pourrait être amenée à contester une norme nationale ou européenne, ça peut devenir à un moment donné un système de juridiction parallèle à celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Vraiment, l'unité de l'ordre juridique communautaire, sa cohésion, peut vraiment être mise en péril. Et donc on a vraiment l'espoir que les juges, même sans se prononcer au fond, même s'ils admettaient que ce mécanisme de cour internationale offre de meilleures garanties juridictionnelles que les ISDS traditionnels, se disent, du point de vue formaliste, du caractère indispensable de maintenir l'unité d'interprétation de l'ordre juridique communautaire et donc d'éviter qu'il y ait une espèce de concurrence entre des juridictions publiques et des juridictions semi-publiques, disent que c'est tout simplement impossible. Et ça, ce serait évidemment une avancée majeure parce que ça signifierait que, eh bien, tout simplement, l'Union européenne serait interdite de négocier quelque mécanisme que ce soit dans quelque traité en cours que ce soit, et devrait même, c'est pour ça qu'on espère que l'arrêt arrive le plus vite possible, l'enlever des traités dans lesquels il figure encore, comme le traité avec le Japon par exemple, ou d'autres qui sont nombreux avec des pays du Mercosur, etc., qui sont en cours de négociation. Donc cet élément-là est extrêmement important. C'est un peu technique, c'est complexe, etc., mais c'est vraiment un élément extrêmement important pour l'avenir de l'ensemble de la politique commerciale de l'Union européenne. Et puis sinon, je pense que le dernier point est aussi un point extrêmement important. Résister, c'est bien. S'opposer, c'est bien. Mettre des conditions, comme vous le faites, c'est très bien aussi, mais les conditions que vous mettez partent quand même toujours du principe qu'on accepte l'existence de ces juridictions d'exception. On les contraint, mais on accepte quand même qu'elles existent. Je pense que si on veut vraiment changer l'ordre économique global, c'est ce dernier point qui est le point vital, qui est de dire non, les entreprises n'ont pas droit, les investisseurs n'ont pas droit à une juridiction d'exception. S'il faut des mécanismes internationaux, et je pense qu'ils sont utiles en particulier pour les ressortissants privés, individuels ou collectifs des pays dans lesquels les juridictions sont les plus faibles, comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit un mécanisme qui ouvre vraiment l'accès à tout le monde, avec des mécanismes de class action, avec d'action collective, avec des mécanismes qui permettent de faire protéger les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux par cette Cour internationale. Et donc c'est vraiment une inversion complète, c'est vraiment un retournement complet de la logique. C'est pas les investisseurs qui doivent être protégés contre les législations, c'est au contraire les particuliers qui doivent bénéficier de garanties contre les multinationales, parce que si on voit l'état du monde aujourd'hui, c'est de ce côté-là qu'on a besoin de garanties supplémentaires. Et donc mener le combat pour ce traité, dont l'initiative existe déjà, qui est malheureusement pas suffisamment connue, je pense que ce serait pour CNCD 1111 et pour toutes les parties prenantes dans ce type de débat un très beau combat. Donc vous allez vous opposer au CETA dans tous les problèmes majoritaires. Oui, c'est quelque chose de très important. Dans certaines communes, en tout cas. Par rapport à la question de la norme ISDS, le problème ne se pose pour un traité, non pas au moment où il est adopté, mais au moment où il entre en vigueur. Et donc c'est une des difficultés dans laquelle on se trouve, c'est qu'on ne peut pas encore mesurer aujourd'hui toutes les conséquences qu'aurait la mise en œuvre d'un système ICS, par exemple, dans une relation entre l'Union européenne et le Canada. Le problème va se poser, c'est comme la grenouille. Si la grenouille dans un récipient, si l'eau est bouillante, elle saute, et elle se rend compte. Si l'eau devient graduellement bouillante, elle ne s'en rend pas compte et elle cuit. Et c'est le problème dans lequel on est avec le système ISDS. D'où l'intérêt de cette demande d'avis à la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que le système ISDS est en fait la négation du principe de la primauté des droits fondamentaux, des droits sociaux, des droits environnementaux, sur le droit des investisseurs. On a dans l'Union européenne, qui est largement imparfaite, certes, mais on a au moins une hiérarchie des normes. Et la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le sens du recours qui est introduit par la Belgique, elle est garante de cette hiérarchie. Et donc, le système que les multinationales, via leur lobby, essayent d'imposer via tous ces systèmes et tous ces traités bilatéraux, en dehors de l'OMC, est en fait une attaque frontale du principe démocratique tel que défendu par l'ordre juridique de l'Union européenne. Et j'attire votre attention sur un élément stratégique qui est en train de se jouer maintenant dans les négociations, à la fois pour le traité de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais aussi du futur éventuel traité qui liera le Royaume-Uni un jour à l'Union européenne,
c'est que le modèle pris par les conservateurs britanniques progressistes, il y en a, enfin je ne sais pas si c'est le mot exact qu'il faudrait utiliser, mais en tout cas ceux qui essayent de sauver Theresa May, c'est justement le CETA. C'est justement le CETA avec ce mécanisme ICS. Et donc, vous voyez que ceux qui veulent la fin de l'Union européenne ou qui n'en veulent plus utilisent précisément ce qui a été négocié dans le CETA. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre et il faut espérer que la Cour de justice de l'Union européenne donnera un avis extrêmement négatif à l'égard du système ICS, parce que c'est en fait la raison fondamentale pour laquelle l'Union européenne existe qui est attaquée par ces mécanismes, et c'est la raison pour laquelle il faut se battre. Espérons que la combinaison à la fois du CETA, de la contestation du système ICS et du Brexit fera se rendre compte aux Européens du système démocratique et relativement progressiste dans lequel ils vivent encore. Et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour plus tard se battre pour d'autres droits et la primauté d'autres droits sur, en tout cas, le droit des investisseurs. Merci beaucoup. On est tout juste dans les temps pour clôturer et laisser la place. Je voudrais, avant qu'on vide la salle, remercier chaleureusement l'Institut d'études européennes, Eyes on Europe, le Cercle du libre examen de l'ULB et l'ULB de nous accueillir. Un grand merci à nos intervenants qui se sont libérés dans leur programme très chargé, et un merci tout particulier parce qu'il est possible que dans les mois qui viennent, il faille se remobiliser. Si certains, par exemple en Wallonie, je ne sais pas, décidaient demain de ratifier le CETA ou de le signer ou de le re-signer dans une version qui inclut encore des éléments inacceptables, peut-être qu'il faudra se remobiliser. Et donc, un merci très particulier à vous. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on a une salle aussi remplie pour parler de ce sujet. Je pense que c'est de très bon augure pour les prochaines mobilisations qui pourraient s'avérer nécessaires. Merci beaucoup.